Bienvenue sur Tia Maloba officiel, avec votre humble serviteur Grady Muya Ethan. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur Tia Maloba officiel pour ne rien rater. Au Katanga, Eddie Capan a pris l'étendard de commandement de la 22e région militaire des FARC, nouvellement nommé commandant de la 22e région militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo, FARC, par ordonnance présidentielle rendue publique en octobre dernier. Le général de brigade Eddie Capan a été officiellement présenté aux hommes de troupe, lors d'une parade solennelle organisée en fin d'après-midi de ce vendredi 3 novembre à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Dans la foulée, le désormais numéro 1 de l'armée congolaise dans la province Cuprifère a été reçu au cours de dernières 24 heures par le gouverneur de province, Jacques Kiabula-Kato. Analyse politique sur les propos du général Eddie Capan. Le coup d'État a fait rage depuis 20 ans en Afrique. La RDC risquerait de tomber encore dans ce trou de coup d'État, suivant la même procédure qu'à l'époque de Maréchal Mobutu. En rappel, Mobutu était venu au pouvoir dans le but d'instaurer la paix et de rendre les deux camps qui s'étaient formés, dont le camp du Premier ministre Lumumba et du président Kasavubu. Les propos tenus par Mobutu. Eddie Capan a tenu des propos dès son arrivée à Lubumbashi. Je viens ici à Lubumbashi et dans cette province pour participer à la défense de la République. Celui qui touche à la sécurité menace la sûreté de l'État, l'armée va s'occuper de lui. Ceux qui font la politique, qu'ils fassent la politique dans le respect des lois et qu'ils ne se mêlent pas de la défense. Aujourd'hui, en plein processus électoral, nous assistons déjà à deux camps, dont celui de Moïse Katumbi et celui de Félix Tshisekedi. Il est fort possible que le général Eddie Capan, respectant ses propos, applique la méthode du maréchal Mobutu. La RDC n'a plus le temps de coup d'État, les Kasaïens et les Katangais sont un peuple. Tenir des propos qui séparent les Congolais est un assassinat et c'est condamnable. Tout Congolais est libre de circuler dans notre territoire national. Ce n'est pas en étant gouverneur d'une province qu'il faut ignorer les Congolais qui ne sont pas de votre province. Le pouvoir militaire a toujours été calme mais très dangereux. Eddie Capan va unir la population si seulement un politique essayait de la séparer. Après, le chef de l'exécutif provincial échangera avec le chef d'état-major des FARDC, le lieutenant-général Sikabwe Asindafal, en mission spéciale à Lubumbashi. Ce dernier est venu officiellement présenter le nouveau commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Eddie Capan Dirung, a précisé le directeur des services de communication de la 22e région militaire, le lieutenant-colonel Dieudonné Ngoï Muyumba. Il est venu présenter le nouveau commandant 22e région militaire, en la personne du général de brigade Eddie Capan. Le général de brigade et nouveau commandant de la 22e région militaire, Eddie Capan Dirung, sera présenté ce vendredi 3 novembre 2023 au cours d'une parade mixte FARDC Police nationale congolaise au camp Major Vangu. Certainement que l'État va continuer. Je pense que le fait de voir les militaires avec un moral, ça me rassure d'être dans une institution où il y a contrôle de l'immigration. Ça rassure aussi toute la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à l'université dans cette province, participer à la défense de la République à travers les frontières de cette institution. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Parce que nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, qu'ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, va menacer la sûreté de l'État. Par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil.
et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'est une période d'élection. J'apprends dans les médias à gauche-droite qu'il y a des tensions. En principe, ça ne devrait pas avoir de tensions pendant les élections. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter ce que le commandant suprême. Mon colonel Idi Capin, vous êtes l'aide de camp du chef de l'État, le président Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui déjà, tout le monde apprenait que la République démocratique du Congo, par son armée, vient de décider une offensive généralisée sur l'ensemble du territoire dans la partie occupée jusqu'à aujourd'hui. De quoi, justement, en est-il question? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Vous venez de dire que tout le monde a appris, je suppose par la voie des ondes, d'une éventuelle offensive que les forces du gouvernement auraient entreprise sur l'ensemble du territoire. Je dois commencer par vous dire qu'il n'en est pas question. Nos forces n'ont jamais préparé, du moins déclenché une offensive, dans la mesure où nous continuons toujours à respecter les recommandations du commandant suprême, qui a signé, comme je l'ai dit plusieurs fois, quand il est question que je puisse répondre à des questions pareilles, qui a souscrit donc au principe de l'accord de Lusaka. Et si aujourd'hui les radios en ont parlé, que c'était M. Ndekane, qui est lieutenant, parce que je le connais comme lieutenant, qui se trouve actuellement comme commandant des forces rebelles de RCD Goma, appuyé par les Rwandais. Il a dit ça pour justement confirmer les préparatifs des opérations que les armées rwandaises et ougandaises comptent mener contre les positions officiellement tenues par nos troupes. En même temps, je pense à mon avis que Ondekane et tous les autres savent que si un jour les Rwandais et les Ougandais parvenaient à quitter le territoire congolais, la rébellion n'aura plus de sens de survie ou d'existence. Ils sont convaincus que si, par la voie diplomatique, par la voie politique, on arrivait à décider et à faire partir effectivement les rebelles ou les agresseurs de notre territoire, tous ceux qui se réclament comme rebelles, d'abord ils n'ont pas une armée, ensuite ils n'ont pas une idéologie politique structurée, ils n'ont pas une direction idéologique qui existe, par rapport à laquelle ils mobilisent leurs actions. Ça veut dire qu'au départ spontané des agresseurs connus, rwandais, ougandais, burundais, cette fameuse rébellion va s'effriter, va disparaître de soi. Et donc par crainte de cette disparition brutale, qui est beaucoup plus néfaste pour nos amis Ondekane et les autres, il est tout à fait normal que par une stratégie de médias qu'ils tentent de mobiliser l'opinion internationale par la presse, en racontant des choses qu'eux-mêmes organisent, mais qu'ils mettent sur le dos de nos forces armées congolaises. Je veux confirmer cette thèse sur le fait que, avant qu'il y ait la réunion de Mozambique, la réunion de ce matin, dont les préparatifs ont commencé il y a de cela 2 jours, Jean-Pierre Ondekane n'a jamais parlé de cette affaire de l'offensive. Mais parce qu'ils savent que tous leurs maîtres, ainsi que tous les autres chefs d'État concernés dans la crise de notre pays, sont en réunion pour justement tenter de discuter de quelle façon peut-on trouver la solution pacifique à la guerre. Et Jean-Pierre et consorts, ne voulant pas la voie de la paix, la voie de la politique et de la diplomatie, ont tout à fait raison de pouvoir raconter des mensonges pour faire échouer justement toutes les initiatives de nature à annuler la guerre par la voie diplomatique. Mais du côté FAC, du côté gouvernement, nous n'avons jamais déclenché une offensive. Et je dois confirmer d'ailleurs ici qu'il y a 2 semaines de cela, nous avions écrit officiellement, nous, forces armées congolaises, nous avons averti Monique pour lui dire que les forces de RCD, ainsi que la rébellion,
des agresseurs rwandais avaient attaqué nos positions de Lodi, dans le Kassai occidental. Et nous avions donc pris à témoin Monique, que nous avons averti, de cette violation-là. Et aujourd'hui, ce sont eux les attaquants qui accusent ceux qui sont attaqués. Ce qu'il faut, je confirme ici, que nous n'avions jamais déclenché une offensive quelconque. C'est une manœuvre dilatoire pour permettre à ces gens de faire échouer toute initiative dans le sens de régler pacifiquement les conflits. Donc, par rapport à ce que vous dites, le RCD et le Rwanda ont attaqué à Lodi et l'armée congolaise est restée sur ses positions. Est-ce qu'on peut dire que l'armée congolaise, l'armée du gouvernement, n'a pas les moyens de se lancer dans une offensive généralisée qui part de la province de l'Équateur jusqu'au Kasaï et même au Katanga? Je veux plutôt dire avec nuance cette question. Notre armée a de moyens de faire l'offensive généralisée. Mais notre armée n'a pas encore eu l'ordre de son commandant suprême de mener cette offensive. Parce que nous devons continuer à respecter le principe juridique. J'ai toujours dit que nous sommes une armée, nous avons un chef de l'État, nous avons un gouvernement, et donc nous devons obéir à un schéma de commandement juridique et tactique. Tandis que les rebelles, ils n'ont ni chef d'État, ils n'ont ni armée, ni idéologie, ni gouvernement. Ils n'ont donc aucun ordre juridique ou tactique auquel ils doivent obéir. Et donc, je suis en train de dire ici que le moyen nous les avons, nous pouvons bien le faire. Et advienne que pourra les conclusions que cela pourra donner. Mais nous ne pouvons pas le faire comme eux le font. Nous nous obéissons à l'ordre de dire stopper sur des positions défensives, et c'est là que nous sommes. Mais en même temps que nous nous positionnons de manière défensive, nos ennemis, nos agresseurs, tentent à plusieurs reprises de bousculer nos positions, que pour certains, ils récupèrent. Parce que vous savez, nous ne sommes pas côte à côte à 0 mètre. Les face-à-face se trouvent avec un certain écart de distance. Mais parce que nous, on n'avance pas, en obéissance à l'ordre que nous avons reçu. Et ils n'ont pas l'ordre auquel ils doivent obéir, et ils avancent. Et quand ils avancent, ils prennent tous les espaces qui restent vides, tout en bousculant même nos positions que nous gardons. Et tant que nous n'avons pas eu l'ordre de contre-attaquer, nous restons en subissant l'attaque des ennemis. Aussi, cette attaque de Lodi, ce sont eux qui ont attaqué. J'ai dit qu'ils ont attaqué Lodi, ils ont bousculé notre position de Lodi. Nous sommes à même de reprendre cette localité-là. Si nous recevons l'ordre du chef pour dire « allez-y, récupérez la position que vous avez perdue », nous allons mettre tout en œuvre et nous allons récupérer. Mais nous n'avons pas encore obtenu l'ordre et nous ne pouvons rien faire. L'attaque de Lodi a eu lieu à quel moment, à quelle période? Ben c'est ce mois ici, ce mois d'octobre, il y a de cela 2 semaines, qu'ils ont attaqué Lodi. Ils ont traversé la rivière Sankourou pour venir dans la rive gauche de Sankourou. Et là, nous sommes à la rive gauche de Sankourou. Et ils étaient à la rive droite. Ils ont bousculé Lodi, ils ont traversé, ils sont en bas. Et par rapport à ce que vous dites, la MONUC est au courant, vous l'avez tenue au courant. La MONUC dont on vient de renouveler le mandat en République démocratique du Congo pour encore 2 mois, et se dire, puisqu'alors qui sont informés et qui n'en font aucun cas, et se dire que vous êtes aussi satisfait de ce qu'ils font ici comme travail? Non, je ne suis pas satisfait de ce qu'ils font comme travail parce que je confirme ici que la MONUC était informée officiellement et par écrit. Nous avons informé MONUC de toute cette violation et nous pensons que la MONUC serait la première à nous défendre, puisque sur le plan théorique, lorsque les attaquants, les agresseurs, après qu'ils ont violé et que MONUC soit informé, aujourd'hui, ces violateurs de cessez-le-feu mettent sur le dos les actes qu'ils perpétuent. Sur notre dos, il fallait que MONUC prenne notre défense en premier lieu. Donc, parce qu'il n'a pas encore fait, je considère que ce silence de MONUC est un silence complice qui est coupable, que je dénonce. Et je rappelle encore en même temps maintenant que la MONUC doit faire son travail. Lorsqu'elle est informée, lorsqu'elle est prévenue de quelque chose dans l'excès d'irrégularité quant à l'observation de cessez-le-feu, je crois que c'est une des tâches prioritaires de MONUC que de faire respecter les cessez-le-feu. Et s'il est violé quelque part, il appartient à MONUC de dénoncer, de faire part à l'opinion internationale que c'est tel parti qui a fait ça. Et nous avions tenu informer MONUC. Nous souhaitons que MONUC prenne ses responsabilités pour dire non aux agresseurs de continuer ce qu'ils sont en train de faire.
Puisque la MONUC n'en a pas encore fait cas, est-ce que vous ferez, comme ça a été le cas dans la province de l'Équateur avec Jean-Pierre Demba, c'est-à-dire que vous les remettrez à la position qu'ils occupaient avant cette attaque contre l'ODI? Naturellement, nous allons le faire, mais à une condition que le commandement suprême de notre force nous en donne droit. Mais aujourd'hui, s'il faudrait que vous disiez quelque chose par rapport à ce qui se fait à Maputo ou à Mozambique, qu'est-ce qu'il faudrait attendre parce que la RDC jusqu'aujourd'hui continue à réclamer une amélioration des accords de Lusaka? Qu'est-ce qu'il faut attendre de Maputo? Écoutez, comme militaire, ce que nous devons attendre de Maputo, c'est dans le sens d'une ouverture qui amènerait les accords de Lusaka à être adaptables à la situation qui évolue naturellement sur le terrain. Notre pays a demandé qu'il puisse y avoir révision de certaines dispositions contenues dans ces accords. Je souhaite que les assises d'aujourd'hui, là que ça se vient, arrivent à trouver solution à cette question-là. Parce que considérer les anciens accords tels que signés dans la situation figée où ça se trouve, ça n'aura pas donné une solution. Mais lorsqu'on arrive à modifier, à réviser certaines dispositions qui permettent à toutes les parties de trouver un avancement quant à la recherche de solutions sollicitées par tout le monde, je crois que ça serait le mieux de raisonner dans le sens d'amélioration plutôt que dans le sens d'un statu quo qui bloque, qui finalement annule les accords. Puisque quelque part, mon colonel, nous sommes dans une sorte d'échange, il faudrait donner et ensuite recevoir. Est-ce que la République démocratique du Congo accepterait de céder à certains endroits en acceptant le retour du facilitateur Massiré afin qu'il obtienne aussi une sorte d'amendement ou des modifications à l'accord de Lusaka? Bien, merci pour la question. Je sais que je ne suis pas directement responsable par rapport aux charges que j'ai comme militaire de répondre à cette question. C'est une question qui serait mieux répondue par un membre du gouvernement. Mais vous m'avez posé la question, je suis un militaire du gouvernement, et je dois donc donner un point de vue. Je crois que, moi je vais commencer par vous poser la question. Pensez-vous, vous ainsi que toutes les autres personnes qui le pensent ainsi, que le retour à la paix ici, au Congo, que la souveraineté de notre pays, que la survie de notre population dépendent absolument du retour de M. Massiré comme facilitateur? Je ne crois vraiment pas, parce que M. Massiré, c'est un homme que toutes les parties en conflit avaient proposé et avaient accepté, à une condition unique, qu'il devait jouer le rôle de facilitateur comme impartial. Et donc qu'il ne lui appartiendrait pas de prendre position pour ou contre tel ou tel parti. Malheureusement, dans le démarche pratique, notre gouvernement a constaté que M. Massiré, dès le départ, était devenu partial. Plutôt qu'impartial, ce qui était l'unique condition pour son acceptation par les deux partis. Il était donc normal, jusqu'à ce jour, que notre gouvernement dise non à celui-là, parce que c'était la condition pour désavouer le facilitateur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, de ce côté-là, surtout du côté des agresseurs, qu'il va falloir absolument que Massiré revienne. Moi, je ne crois pas qu'il n'est pas remplaçable. M. Massiré, c'est un homme comme tous les autres hommes. Supposez aujourd'hui que d'une mort naturelle qui puisse disparaître. Donc, nous devons sacrifier la souveraineté de notre pays, son indépendance, tout son peuple. Finalement, tous les Congolais doivent disparaître avec la mort de M. Massiré. Je ne crois pas. Nul n'est irremplaçable, quels que soient les problèmes. Les pays d'Afrique en a beaucoup de compétences, le monde aussi. Les gens doivent plutôt comprendre le travail qu'un homme comme Massiré devait faire, et pas absolument Massiré. Aussi, je pense que sur cette question-là, on doit comprendre qu'il ne pouvait pas faciliter la compréhension ou le dialogue entre agresseurs, rwandais, ougandais et burundais, et le gouvernement. C'est pas du tout, parce qu'il n'était pas comme ça. Au début, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais n'avaient pas accepté qu'ils étaient agresseurs. Vous le savez très bien. Mais du moment qu'avec la force des choses, l'histoire étant, ils ont fini par accepter qu'ils étaient agresseurs, et par conséquent, l'équation devenait double. Il y avait donc dans cette fameuse agression, une part,
composé des agresseurs extérieurs qui sont le Rwanda, le Burundi et le Ouganda, et d'autre part, les rebelles congolais qui sont des Congolais qui ont une revendication quelconque à faire. Quel Massiré dans tout ça? Ben justement, c'est là la question. Aujourd'hui, les gens qui imposent Massiré, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est pour nous permettre, nous, de parler avec les agresseurs, ou nous permettre, le gouvernement, de parler avec les Congolais qui se positionnent comme rebelles? Et quelle que soit la réponse à cette question, nous avons estimé que la démarche étant faussée au départ par M. Massiré, le gouvernement a estimé demander au monde et à l'Afrique de proposer quelqu'un d'autre, que le gouvernement accepterait la personne qui jouerait le même travail que M. Massiré, néanmoins cette fois-là, en respectant l'impartialité comme la première condition, et unique, pour qu'un facilitateur soit accepté par deux parties. Est-ce dire quelque part que Massiré, c'est l'homme des Rwandais, des Ougandais et des autres? Je ne peux pas le prédire, mais il a fait un mauvais jeu, puisqu'il a violé à l'unique condition. Il n'y a pas d'autre condition pour être facilitateur. Il faut tout simplement être impartial dans la conception. C'est ce qui n'est pas. C'est ce qui n'est pas M. Massiré, justement, à faire le contraire. Ce qui fait que, parce qu'il n'y a qu'une seule condition, il n'y a pas une autre pour le péché. Il a violé à cette condition-là, par conséquent, notre parti s'étant sensibilisé à comprendre qu'il y a une violation de ce point de vue, il faut un autre. Bon, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire crise autour de Massiré, crise dans la province de l'Équateur où il y a eu des affrontements avec les hommes de Jean-Pierre Bemba, et maintenant il y a cette situation qui font dans la province du Kasaï. Et comment espérer de cette manière le retour de la paix en République du Congo? Quelle que soit la longueur de la nuit, soyez rassurés, le jour finira. Même la guerre mondiale, elle était complexe dans toutes ses dimensions. Elle a fini par trouver la fin. Et même les rebelles, même les agresseurs savent de manière consciente que quelle que soit la boue qui apparaît comme fin du monde pour ces pays, ça doit passer. Ils sont convaincus que cette guerre va finir. De toutes les manières, nous avons deux pistes. La piste politique et diplomatique, qui absolument est la première, qui doit rechercher le retour de la paix par la voie des négociations et de la voie pacifique. Pour cette grande piste, notre chef a souscrit, le gouvernement aussi, à tous les accords, et c'est pour cela que le commandant suprême, Mouzé, président de la République, continue à assister, à participer activement dans tous les forums pour négocier avec ses pairs le retour de la paix dans son pays. Mais si cette voie-là n'aboutit pas à la paix que tout le monde recherche de tous les feux, la deuxième voie, que moi je pense, qui mettrait fin à la crise, c'est la voie militaire. Nous nous battrons et les conséquences seront celles-là pourvu qu'ils arrivent à mettre fin à la misère et à la guerre et que la paix revienne. Et au jour d'aujourd'hui, de ces deux pistes, est-ce qu'il y a une piste qui semble avancer de manière concrète entre la partie dite rébellion avec ses alliés et le gouvernement congolais? Est-ce qu'il y a une piste où on remarque une certaine avancée? Bien sûr que oui, c'est la première piste, la piste de négociation prime, elle avance. Parce que si la piste de négociation n'a pas prévalu sur la première, la deuxième, cette des opérations, nous aurions continué à nous battre, probablement les choses se seraient empirées, ça serait fini autrement. Depuis qu'on a signé les accords, l'ordre des états-majors avait été donné, surtout pour nous, pour observer. Et nous avons arrêté. Et nous restons sur ce pas-là. Nous pensons aussi que les autres, de quelque manière qu'ils le fassent, devaient obéir à ça. Mais comme je dis toujours qu'il y a un problème de règles. Il existe un ordre formel, un ordre juridique, politique, auquel une armée gouvernementale doit obéir. Nous avons un chef de l'État, nous avons un gouvernement, et nous sommes un pays, nous sommes une armée de ce pays, et nous obéissons à un ordre. Tandis que la rébellion n'a pas de chef d'État, n'a pas un gouvernement, n'a même pas d'idéologie. Donc il n'existe pas un ordre juridique quelconque vis-à-vis duquel un comportement collectif devait obéir. C'est pour cela que nous sommes en train de décrier qu'ici, là, ils ont violé, à l'Équateur, ils ont attaqué, maintenant à l'intérieur, dans le Kasaï, ils ont attaqué l'ONU, et ils n'obéissent à aucun ordre. Ils ne peuvent même pas obéir au Rwanda, ils ne peuvent pas obéir aux Ougandais. Ils sont en train de jouer un jeu de dispersion, parce que c'est une rébellion qui est fondée de pièces ramassées. Fondée de pièces ramassées par des fondateurs, donc le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, qui, même aujourd'hui, ont déclaré, le lieutenant décané qui parle
Moi, je suis sûr qu'il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Mais on lui a dit quelque part, va dire ça. Parce que le but des déclarations pareilles, c'est de pouvoir camoufler une opération quelconque. Et au lieu qu'un Rwandais prenne le micro pour le dire, au lieu qu'un Ougandais prenne la parole pour le dire, on prend un Congolais, on lui dit, vas-y, tu es nommé responsable de ceci, va parler, au moins en tant que Congolais, quand tu parles, tu auras un certain environnement qui pourra te prêter oreille. Mais lui-même n'est pas convaincu. Je connais un décané, il me connaît parce que je suis son chef, et je suis toujours son chef. Il sait que ce qu'il dit ne vient pas de son cœur. Il est probablement lui-même pris en otage pour qu'il raconte n'importe quoi. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que, quelle que soit la longueur de cette guerre, elle finira comme d'autres guerres ont fini. Aux dernières nouvelles encore, on apprenait le retour ou le passage à Kigali du fils de l'ancien président Mobutu, Zanga Mobutu, pour ne pas le citer. Par rapport à ce passage là-bas à Kigali, est-ce que c'est de nature à faciliter les rapports entre les Congolais, à votre façon d'analyser les choses? Écoutez, pour moi, Zanga Mobutu est le fils de l'ancien président de la République. En dehors de ça, il n'y a aucune autre dimension. À mon avis, être le fils du chef de l'État défunt ou présent n'est pas une qualité exceptionnelle, particulière, qui puisse prévaloir de sa nativité comme extraordinaire. Et si le fils de Mobutu, aujourd'hui, va dans le pays qui agresse son propre pays, il a un motif. Et c'est un peu paradoxal aussi, parce qu'il le sait. Je crois que quand son père était encore vivant, et je suppose, parce que je ne le connais pas, je ne connais pas Zanga, je suppose qu'il avait un âge adulte, et qu'il vivait à côté de son père pour comprendre, entre autres, la chute de son père, de quelque manière, quelque part, a été préparée. Et je ne crois pas que de la survie de son père, le Rwandais était beaucoup plus favorable avec son père. Je ne pense pas que Museveni était camarade fidèle de son père. Ben, aujourd'hui, il estime qu'il va négocier avec ceux qui ont fait partie de son père, ceux qui ont créé le malheur de son propre père. Il aura mémoré légitimement et dignement la mémoire de son père, où il aura trahi de cette manière, c'est à lui de choisir. Mais moi, je considère qu'il a une démarche et il est seul responsable des actes qu'il prend. Mais si c'est pour qu'on l'utilise par la rébellion, à pouvoir faire prendre le commandement politique de la rébellion, il se serait inscrit sur la liste des rebelles, et donc il aura en face de lui une armée régulière. Il va nous rencontrer certainement, et nous n'aurons pas accepté ce qu'il va faire contre le pays pour lequel son père s'est revendiqué chef de l'État pendant plus de 30 ans. Ça doit être une abomination qu'un fils. Et d'ailleurs, c'est même honteux pour lui de voir que aujourd'hui le peuple congolais, qui n'a pas encore oublié le malheur des cicatrices que la dictature que son père a fait pénétrer dans le corps des Congolais, que lui prenne le leadership pour ça, je ne pense pas que c'est bien sage pour lui. Mais je ne peux vraiment pas dire quelque chose de négatif sur la démarche. Je fais exposer ce que je pense comme dialectique sur ce qui pourrait être de cette visite-là. Pour le reste, M. Zanga Mobutu prend sa responsabilité, il est adulte, et je sais qu'il sait ce qu'il fait. Donc en somme, entre le gouvernement et les gens qu'il a été voir à Kigali, il a fait un mauvais choix. Je ne sais pas s'il a fait un mauvais choix, mais parce que je n'ai pas encore rencontré moi. Je n'ai pas encore eu un contact quelconque avec lui pour savoir qu'est-ce que cela signifie. Je dis que seul il connaît qu'est-ce qu'il fait comme ouvrage, et ça tient à quoi et qu'est-ce qu'il vise. Nous le saurons plus tard. Et si l'on en finissait, mon colonel? C'est-à-dire? Si on devait terminer, comment terminerez-vous, mon colonel? Pour l'instant, du moins, c'est de rappeler à notre peuple que la déclaration de lieutenant Ondekane sur la radio, une déclaration selon laquelle notre force a déclenché une offensive généralisée, c'est une brigade, c'est un mensonge. Et donc, c'est une façon pour lui de faire passer le message négatif de ses maîtres qui tenteraient de faire boycotter toutes les démarches politiques et diplomatiques de nature à amener la paix dans notre pays. Je vous remercie. Merci.